Hello et bienvenue à toi au podcast de Flirt with Your Mind avec moi, Nord. Si tu ne me connais pas encore, je suis psychologue clinicienne et des entreprises. Mon travail est de faciliter la route pour les personnes qui veulent du changement qualitatif et durable dans leur vie. Je te partage des contenus à partir de ce que nous pouvons tous vivre. On discute à propos de tout. Nos vécus, des tracas, d'études de cas, qu'ils soient heureux comme malheureux. Et si tu as une question qui te traverse l'esprit au quotidien, tu peux toujours m'écrire, et ce, même anonymement si besoin. L'information se trouvera dans la description. Et évidemment aussi, petite note, comme tu peux t'en douter, je n'ai pas de sponsor. En tout cas, pas pour maintenant. Je t'invite alors à prendre 10 secondes, vraiment 10, pour mettre un j'aime, un commentaire et même le partager autour de toi. Quelqu'un pourrait bénéficier de ces réflexions et de ton geste, dont moi-même. Voilà, l'intro étant faite, passons au contenu. Pour la situation du jour, j'ai une question qui concerne une personne qui est souvent au bord des larmes. Je vais lire sa question. Bonjour. Souvent je suis au bord des larmes, ou même les larmes coulent en regardant un film triste, ou même joyeux, alors que ça ne m'arrivait presque jamais il y a quelque temps d'ici. Je reste souvent bloquée en regardant dans le vide et en pensant à tout et rien. Envie de faire beaucoup de choses et finalement, à force de réfléchir, je fais rien. Serait-il possible que je tombe en dépression ou autre ? Alors tout d'abord, il est important pour moi de préciser ici que je n'ai aucune information sur l'âge, le contexte social, familial, culturel, je n'ai aucun historique. J'ai presque dit hystérique. Serait-ce un lapsus ? Mais non, n'allons pas trop vite. En tout cas, je vois qu'ici il s'agirait éventuellement d'un homme, à la manière d'accorder les adjectifs. Donc, on part du principe que c'est un homme, mais on reste évidemment dans une logique où c'est assez ouvert à tout le monde. Mais même si je n'ai pas de contexte, eh bien, je vais construire la discussion à partir de ce qui m'a été partagé. Je vais retirer 2 grandes lignes dont nous allons discuter. De prime abord, j'ai envie de mettre l'accent sur l'idée globale sous-jacente qui est la remise en question. Alors, se remettre en question est évidemment une base saine pour une vie saine, tant que ça ne joue pas contre nous-mêmes. La remise en question est inévitable et elle est alliée pour apprendre à se connaître et mieux vivre. Et comme Socrate l'a parfaitement repris dans sa maxime, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, ou encore, dans une autre version, le premier savoir est le savoir de mon ignorance, on est dans une logique où on se remet évidemment en question. On a les portes ouvertes et on ne s'enferme pas dans une ignorance. Si tu creuses dans ta mémoire, jusqu'à remonter dans tes cours de philo ou de latin grec, ou peu importe de là où tu connais cette maxime, ou est-ce que tu as pu en entendre parler, en tout cas dans la philosophie, elle renvoie donc à cette idée, de manière simplifiée, que je mentionne ici, qu'on a des pensées et des croyances qui vont aller tailler notre façon de voir le monde, et qu'en fonction du degré de notre persuasion, on sera plus ou moins limité. Or, toute certitude limite évidemment aussi l'accès au savoir, et elle va renforcer l'ignorance. Et d'ailleurs, c'est ce qui, ironiquement, renforce le malheur de l'humain. Parce qu'évidemment, quand on est dans la recherche, on est ouvert à de nouvelles possibilités, on est donc ouvert à des nouveaux apprentissages. Et on apprend à associer à partir de ce que nous avons appris. Et à partir du moment où on se ferme en disant c'est comme ça et pas autrement, donc ça peut vous faire écho à des situations entre parents-enfants par exemple, où ça t'est sûrement déjà arrivé de faire face à ton père ou à ta mère et puis tu comprends pas, mais il y a un non qui est indiscutable. Il y a une situation, il y a un débat politique, religieux, social, enfin bon, peu importe, où le débat ne va nulle part parce que il y a cette habitude du parent à toujours se figer dans la même réponse. Donc il y a un état d'esprit qui est limité. Enfin, l'état d'esprit, c'est justement ce que je vais mentionner maintenant, dans le fait que se limiter à nos propres connaissances actuelles
vient renforcer un état d'esprit rigide, un état d'esprit fixe. Et la petite parenthèse, c'est qu'il y a deux types d'états d'esprit. Il y a un fixe et un variable. L'un favorise la stagnation et l'autre la croissance. Enfin, tu auras deviné lequel favorise lequel. Et quand on est dans cette logique d'état d'esprit fixe, donc dans cette logique, on ne va pas chercher à s'améliorer, à se mettre en défaut, à se rendre vulnérable. Donc si on reprend la même discussion, on va dire parent-enfant, il y a cette vulnérabilité que le parent ne peut absolument pas montrer. Il va tenir tête. Et donc il reste dans un état d'esprit rigide. Or, les enfants peuvent aussi nous apprendre des choses, même en tant qu'adultes. Donc il faut avoir un petit peu cette humilité de pouvoir accueillir la pensée d'un enfant. Mais bon, c'est assez compliqué dans les relations parents-enfants. Et dans dans le fait de favoriser l'esprit fixe, c'est ce qu'on peut nommer comme étant le danger de la complaisance qui est au tournant. Un danger qui finit par isoler, parce qu'on passe finalement à côté d'opportunités d'apprentissage, à côté d'opportunités de croissance, on devient de plus en plus vulnérable aux déceptions, aux regrets, aux remarques, aux critiques, alors que quelqu'un qui est dans un état d'esprit variable, en tout cas de croissance, il ne va pas avoir le même rapport à la critique. Il va prendre la critique comme un tremplin pour une meilleure position dans la manière de se voir. Et même dans la place, à propos de la place dans la société, de la place par rapport au père, P-A-I-R-S. Donc tu comprends? Il y a cette idée d'état de réflexion qui est important à nourrir, important à cultiver. Et donc c'est ce que fait là-dedans Socrate. Il nous invite à penser l'évolution, et c'est tout le cœur de la question de départ. Je prends donc le second axe que je saisis ici, qui est à propos des émotions. Alors là, on peut noter une évolution peut-être émotionnelle, une remise en question sur l'avenir, peut-être aussi sur la dimension sociale, une question sur qui tu es, sur ce que tu transportes ou ne transportes pas avec toi. La dimension émotionnelle peut impliquer beaucoup d'éléments explicatifs comme très peu. Peut-être que tu as une forte sensibilité qui s'est déclenchée depuis un événement que tu as dû vivre. Ça peut être du stress, surménage, souvenirs traumatiques. Et encore, la série est longue. Enfin, vraiment, j'ai pris trois éléments classiques. Et le truc qu'on met aussi de côté, c'est que cette variation, c'est pas une variance, la variation émotionnelle qu'il y a ici peut être expliquée par des raisons hormonales. On a tendance à associer les fluctuations hormonales uniquement aux femmes, pourtant les hommes peuvent aussi en être concernés. Alors là, mon camarade, il faut garder à l'esprit que le vécu émotionnel n'est pas 100% stable dans le temps. Ça, c'est déjà le point de départ. On n'est pas 100% stable dans le temps. Les émotions évoluent avec le vécu, mais le rôle à ces émotions qui se présentent reste tel quel. Par exemple, la peur informe sur un besoin de protection, un besoin de sécurité, que la dignité est menacée. La colère informe sur quelque chose qui ne se déroule pas en accord avec tes principes, tes valeurs, ta manière de voir les choses. Et d'ailleurs, souvent, quand je discute à propos des émotions avec mes patients, l'élément qui en ressort principalement, c'est que le rapport aux émotions n'est pas idéalement comme on aimerait qu'il soit. C'est-à-dire qu'on va apprendre à avoir un rapport émotionnel, enfin un rapport aux émotions qui est assez factuel dans le sens où on va devenir nos émotions. Donc, je ressens de la colère, devient je suis en colère. Et ça reste de la colère, et ça reste présent. Alors que, d'une certaine manière, les émotions, en fait, c'est comme des facteurs, hein, ils viennent t'apporter un courrier. Et je pense en avoir parlé dans un des précédents podcasts, que ce soit sur les croyances limitantes ou la confiance en soi, probablement la confiance en soi. Enfin bon, les deux méritent le détour. Les émotions sont des facteurs. On n'est pas des émotions. Ils viennent apporter des informations.
Et donc aujourd'hui, tu peux être très réactif émotionnellement parlant, puis ne plus l'être, et inversement. Ce qui peut aussi venir influencer, on va dire cette sensibilité, c'est éventuellement l'histoire familiale, le vécu social, professionnel. Là, je prends les trois grandes dimensions, mais au fond, ça peut être les problèmes relationnels, du coup, des problèmes relationnels au travail, des problèmes relationnels entre amis, en famille. Et aussi le fait qu'on puisse vivre sous des injonctions, qu'on intègre comme si elles nous étaient propres. Ça peut aussi créer une dissonance, une forme de déconnexion en soi. On agit selon ce qu'on nous impose, parfois clairement, parfois indirectement. Et donc tu peux avoir des personnes qui ne ressentent rien, ou à l'inverse, qui subissent tout. Et je prends bien le mot subir. Parce que le mot subir met bien l'accent sur le fait que il y a ce côté où on se laisse envahir et emporter, et il n'y a plus aucun contrôle, il n'y a plus, il y a plus aucun filtre. Et puis, il arrive ce moment où cette déconnexion ne l'est plus dans certains cas de figure. Donc vraiment, on est envahi dans un scénario, on est envahi par les émotions, on entre dans une déconnexion parce qu'on ne se reconnaît plus ou parce qu'il y a des injonctions de telle ou telle manière. Et puis, dans certains cas de figure où cette déconnexion, elle s'arrête. Et un exemple très simple, pour certaines personnes, quand c'est trop, et là, il y a un relâchement. Et ça peut arriver que ce soit par le corps, d'où le fait de pleurer, par exemple. C'est l'émotionnel, pour en fait, on va dire canaliser l'émotion, il faut passer par un moyen, et le moyen peut être de toutes sortes. Il peut être physique, comportemental, mental. Si on pense à une situation où quelqu'un a subitement envie de pleurer spontanément, par exemple, on peut imaginer spontanément le burn-out. Quelqu'un qui a un burn-out, et les personnes qui y passent ou qui frôlent le burn-out, vivent des émotions différemment. Elles ont la larme à l'œil facile, la colère facile. Ce sont des personnes qui ont laissé des tas et des tas de situations qui ne leur convenaient pas s'accumuler, et un jour ils craquent sous la pression. Donc là, il y a un rappel à l'ordre qui s'opère via le corps. Et tu vois, on exprime ou pas du tout ces émotions jusqu'au jour où une situation, une série d'événements peuvent expliquer ce changement. Des fois, il se fait sous un processus conscient, des fois, ils sont inconscients. Quelqu'un qui vient consulter pour un burn-out, il n'a pas forcément vu les signaux arriver, et c'est quand c'est trop tard que là, il y a ce changement qui opère et qui est juste inévitable. Et parallèlement, si tu restes bloqué en regardant dans le vide, c'est peut-être parce qu'il y a une réflexion profonde en cours, qui est en train de se réaliser, ou, enfin, je viens de dire la même chose, mais enfin bon, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est soit en cours, soit qui va se réaliser. Et ça peut être un élément indiquant une forme de détachement émotionnel, comme si tu avais besoin de te déconnecter de quelque chose qui occupe beaucoup ta tête. Et ce point-ci, en fait, on peut le lier au fait d'être stressé, anxieux, une fatigue mentale, un ennui, ou même sans en avoir forcément conscience, une forme d'auto-apaisement. Ce qui reste quand même lié au stress, mine de rien, mais une forme d'auto-apaisement. Donc ça peut paraître un peu contradictoire, mais voilà, quand on a la tête dans les nuages et le regard dans le vide, d'un coup, il n'y a plus rien, on est hors temps, on est dans un sentiment qui souvent est agréable quand on y repense à reculons, si je puis dire ça comme ça. Mais enfin bon, les explications sont nombreuses et toujours à contextualiser. Vu que là, on n'a pas vraiment de contexte, je prends par-ci et par-là. Sinon, on pourrait passer toute une journée à discuter de ça, mais on va relativement aller droit au but. Et d'ailleurs, dans ton message aussi, tu dis avoir beaucoup d'envie, mais finalement pas d'action parce que tu réfléchis trop.
Et moi là, je vais dire une chose très simple et efficace. Je dis pas qu'elle est facile. Je dis qu'elle est simple et efficace. D'accord? Je me dédouane d'avance. Agis, puis pose-toi des questions. Parce que tu passes ton temps à initier et à penser, à initier des questions très probablement sans réponse ou qui entraînent un inconfort qui va t'empêcher de passer à l'action. Ouais, on sent un peu la lourdeur du fait de rester coincé dans sa tête. Alors certes, se poser des questions, c'est génial parce que ça amène à explorer des coins et des recoins auxquels on ne pensait pas initialement. Mais à partir du moment où on a beaucoup d'envie, mais qu'on a du mal à passer à l'action, il va falloir avoir un autre rapport au questionnement. Parce que quand tu passes d'abord à l'action, tu écartes le jugement, tu écartes les pressions inutiles, tu fais une rétention, tu retiens ce qui te dessert, consciemment ou inconsciemment, et en plus, par l'action que tu auras faite, tu auras de la satisfaction ou même des réponses à des questions que tu contiens. Et donc seulement après avoir agi, tu peux te poser des questions et tu apprends à te les poser de façon pertinente au fur et à mesure de tes actions. Et donc là, en gros, tu apprends un peu à tailler le pertinent de l'impertinent et tu apprends en fait à orienter tes questions pour ne pas être dépassé par tout ce qui te passe par la tête. Parce qu'il y a beaucoup de pensées intrusives qui peuvent débarquer aussi sous forme de questions, donc c'est inutile, mais ça passe. Et donc le fait d'apprendre la rétention, donc de retenir ce qui est inutile, de les réorienter, alors il ne s'agit pas de ne pas penser, parce que ça, on ne sait pas arrêter. Si je te dis, pense aller à la panthère rose ou un éléphant rose, et bien après je te dis, arrête de penser à la panthère rose ou à l'éléphant rose, et ben tu n'as que ça en tête. T'as que le gros flash rose de la panthère rose ou de l'éléphant rose. Tu ne peux pas t'empêcher. Par contre, tu peux réussir à guider la pensée. Si je te propose qu'en face de cet éléphant, il y a une mare de boue, pleine de boue, et que quand l'éléphant va dans cette mare, pleine de boue, eh bien il devient couvert et donc il devient entièrement brun. Alors il est couvert de boue comme ça, éternelle, qui répète encore et encore. De quelle couleur est ton éléphant maintenant ? Normalement, tu le vois relativement boueux. Il se peut que derrière, tu aies un rappel de la couleur rose de départ. C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en réorientant la pensée qui vient, on peut créer une autre dynamique. On peut continuer l'histoire de l'éléphant rose qui rentre dans la boue, qui après, en fait, il passe par la javel et du coup, il devient blanc. Et enfin, on peut vraiment construire toute une histoire. Mais donc, c'est pour montrer le pouvoir de la pensée, de la manière comment elle peut être réorientée. On n'arrête pas la pensée, mais on la réoriente et on la canalise. Donc, apprends la rétention. Et si ça peut t'aider à relâcher ton esprit, et ça c'est une chose qui a une valeur sûre et certaine, c'est juste que les gens ont la flemme, les gens ne le font pas, mais écris les questions dans un carnet, t'as qu'à choisir un carnet à questions, et tu y répondras quand tu auras d'abord agi. Et de manière générale, c'est quand même bien de tenir des carnets pour coucher les pensées. De nouveau, les gens s'en foutent, les gens ont la flemme, et après, ils ont une charge mentale. Il faut choisir l'équipe. Est-ce que tu choisis l'équipe de la flemme avec une charge mentale au tournant ou un sentiment de stagnation, un sentiment d'être dépassé, surmené? Ou est-ce que tu choisis la route où ça demande un peu plus de travail et de discipline et où tu te permets, en fait tu t'offres une certaine tranquillité d'esprit? C'est à toi de voir. Et pour terminer, dans ce questionnement, il y a la question de la dépression qui est soulevée. Alors, ce n'est pas possible pour moi d'avancer une piste pareille avec si peu d'informations et d'échanges. Et en fait, à vrai dire, il n'y a pas vraiment d'échange, entendons-nous bien. Et bien souvent,
ce type de situations rencontrées dans la vie sont souvent des formes de mise au point. Parce qu'on a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, que ce soit par confort ou parce que ça a été utile à un moment donné, et qu'à présent, ce n'est plus le cas. Et souvent, il s'agit de réajuster certains paramètres devenus quand même très très importants parce que on a laissé les choses s'accumuler, donc forcément, ça prend une ampleur beaucoup plus importante. Et il n'y a pas de solution magique, c'est-à-dire que la résolution du problème peut être proportionnelle au temps que le problème a mis à s'installer. Mais en tout cas, même si la galère frappe à ta porte, sache qu'il est normal de vivre des phases pareilles dans sa vie, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, si on prend l'étiquette, des épisodes dépressifs. Mais au-delà des épisodes dépressifs, juste tout simplement, on peut vivre des périodes assez basses, assez molles. Elles se produisent bien souvent à des tournants majeurs, à des événements importants ou à une saturation émotionnelle ou physique, ou en tout cas des circonstances qui marquent, qui ont une empreinte sur les valeurs, les principes que tu puisses avoir. Petite parenthèse. Donc même si je ne vais pas explorer la piste de la dépression, avec si peu d'infos, je vais quand même faire une petite parenthèse sur les signes de dépression selon le DSM-5. Donc le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux auquel le corps professionnel de la santé se réfère. Et donc parmi les signes, il y en a 9. Et parmi ces 9, il y a le fait d'avoir des pensées noires récurrentes, le fait de ressentir de la fatigue ou de la perte d'énergie de manière assez quotidienne. Pareil pour la perte de poids ou le gain de poids significatif sans avoir un régime qui vient justifier cette perte ou ce gain. Il y a les difficultés liées à l'alimentation. Soit on mange trop, soit pas assez. Il y a les difficultés liées au sommeil, soit une hypersomnie, soit une insomnie presque tous les jours. La tendance à l'inertie ou à la procrastination, en gros la flemme quoi. On peut aussi avoir une augmentation de la sensibilité, un sentiment d'être submergé émotionnellement. Et en fait, même si, là je dis les symptômes, et là il va y avoir une très bonne partie des auditeurs qui vont dire ah ouais je me reconnais là-dedans, ouais c'est vrai, est-ce que je suis insomniaque, est-ce que je suis hypersomniaque, non mais c'est vrai que je dormais beaucoup à cette période-là et je mange pas beaucoup et j'étais super fatiguée. Il y a ce qu'on appelle la comorbidité, donc c'est-à-dire qu'on va avoir des symptômes qui sont communs à d'autres problématiques. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif. Il y a des conditions à respecter quand on identifie la dépression. Déjà par sécurité, on le fait via un professionnel, on ne se le fait pas soi-même. Euh, Sauf si on est nous-mêmes professionnels de la santé. Petite joke interne. Bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des conditions pour identifier la dépression. Il faut qu'il y ait minimum ici 5 symptômes sur les 9, avec au moins un symptôme majeur sur au moins 2 semaines. Et en plus, il faut que ces symptômes ne soient pas expliqués par une affection médicale, ni un deuil, sauf s'ils persistent plus de 2 mois avec d'autres symptômes, et qu'en plus cela représente une souffrance, enfin que la dépression représente une réelle souffrance, enfin réelle, on se comprend. La douleur est réelle, mais la souffrance est mentale, hein, comme on dit. Et par extension, on dit qu'elle est très subjective et donc illusoire. Et donc, c'est important d'être accompagné dans ce processus et de ne pas se lancer soi-même. Parce que la dépression est souvent un mélange complexe d'émotions et de comportements qui peut évidemment varier d'une personne à une autre. Les contextes sont vraiment essentiels pour approcher un diagnostic. C'est pour ça que d'ailleurs au début je dis je n'ai pas de contexte, je n'ai pas un historique qui va avec la question, donc je ne sais pas répondre en profondeur, je ne sais pas répondre de manière complète, adéquate, et que je suis dans les grandes lignes. Donc, les contextes sont essentiels pour approcher un diagnostic. Et aussi une chose importante à garder à l'esprit, c'est
finalement, quelle est la place, quelle est l'importance, quelle est la place qu'on veuille donner à une étiquette? Quelle est la place que ça a de savoir qu'on a une dépression? Pourquoi on a besoin de savoir que c'est une dépression? Pourquoi on a besoin de recevoir entre guillemets cette étiquette? Est-ce que c'est pour être soulagé de quelque chose? Est-ce que c'est pour quelque part se cacher derrière une étiquette et de pouvoir justifier une douleur intérieure, une douleur plus profonde? C'est pour ça que, enfin, c'est pour toutes ces questions-là qu'on traverse d'ailleurs dans un processus thérapeutique, qu'on, allez, qu'il est important en fait de ne pas se plonger tout de suite dans des nominations et juste de prendre le temps d'observer les choses, de questionner les choses, de rectifier des choses. Et justement, en parlant de rectifier, je ferme la petite parenthèse sur la dépression et je vais revenir sur cet aspect d'ajustement de certains paramètres que j'ai mentionnés plus haut. Le fait est qu'il y a 3 piliers fondamentaux pour une vie mentale et une vie saine, physique saine. On commence tout simplement par la base, hein. C'est 3 piliers fondamentaux. La première, c'est comment est ton alimentation? Le second pilier, c'est comment est ton sommeil? Comment est la qualité de ton sommeil? Et le troisième pilier, c'est fais-tu de l'exercice physique de manière régulière? Il ne s'agit pas de seulement une fois par semaine, il s'agit vraiment d'un mouvement régulier. On ingère tous les jours des milliers de calories, de kilocalories, donc c'est important quand même de dépenser, hein, parce que notre cerveau en utilise 20%, il me semble, et que le corps explore le reste. Mais donc, il vaut mieux bien s'alimenter, bien dormir et surtout dépenser cette énergie, qu'elle ne se stocke pas et qu'elle ne devienne pas des graisses et au final qu'elle nous alourdisse et qu'on ne veuille pas bouger. La santé mentale passe aussi par la santé physique. Ça, c'est... on a beau dire tout ce qu'on veut, vraiment, c'est très 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 important de se maintenir en bonne santé physique. Enfin voilà, chers camarades, c'est la réponse que j'apporte à la question. Alors pour la personne qui a posé la question, si tu souhaites creuser davantage, tu peux toujours me contacter. Et puis aussi, hein, pour le reste de mes auditeurs, des téléspectateurs, si il y a une reconnaissance ou une identification quelconque ou une thématique qui aimerait être abordée, de nouveau, mes informations sont dans la description. Voilà, donc inscris-toi à la newsletter. Et comme d'habitude, partage ce contenu, commente ton vécu, abonne-toi. C'est un bon moyen de soutenir pour que je puisse proposer tout simplement davantage de contenu et pour ranger l'ignorance au placard. Clin d'œil, clin d'œil. Ah, j'ai oublié une dernière petite chose. Promis. Je concocte un petit quelque chose que tu n'as probablement jamais expérimenté de ta vie. Enfin, je fais un peu l'américaine, hein. Enfin, si, à coup sûr, tu l'as déjà expérimenté au moins inconsciemment. Cependant, je n'en dis pas plus pour ici. J'espère seulement que ce sera pimpant. Et ce sera pour à partir du prochain épisode. En tout cas, porte-toi bien et je te dis à très vite.